Cette semaine au balado, je m'entretiens avec le philosophe et auteur François Fournier pour parler de son tout nouveau livre « NPC, essai sur la fabrique du conformisme ». Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média et bien plus. Et je suis votre animateur Francis Denis en compagnie du co-animateur du balado Yann Frank, philosophe et auteur François Fournier. Bonjour. Bonjour, bonjour. François Fournier, on est réunis aujourd'hui avec grand plaisir pour parler de votre livre. Mais avant de se jeter là-dedans, je veux simplement mentionner que vous serez l'un des conférenciers aux côtés de Joanne Marcotte, Jonathan Hamel, Nicolas Gagnon et avec l'animation de Jérôme Blanchet-Gravel. Cette conférence intitulée « Vers la fin du modèle québécois », point d'interrogation, qui aura lieu à Québec le 6 novembre 2025 à 19h. La scène Le Bourgneuf. Les billets sont disponibles en allant sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors François Fournier, c'est une joie de vous recevoir en tant qu'auteur puisque vous venez de publier le livre très intéressant NPC, essai sur la fabrique du conformisme, publié aux éditions François Fournier aussi. Exact. Mentionnons-le, et qui bénéficie d'une belle préface du professeur Jean-François Caron, qu'on connaît bien à Libre Média. Pour commencer, j'aimerais savoir, d'abord peut-être votre intention, là, écrire un livre, c'est ardu, ça prend du temps et tout ça. Mm-hmm. Il faut vraiment, entre guillemets, le vouloir. Là. Il faut avoir des motivations vraiment très aiguës. Parlez-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire sur cette thématique du conformisme. Je dirais, c'est le cas pour les autres bouquins que j'ai, les deux autres bouquins que j'ai écrits aussi. J'ai jamais eu l'intention d'écrire. Ça m'est jamais arrivé de me lever un matin et de dire OK, j'écris un livre. C'est toujours un peu arrivé comme une conséquence d'une somme de réflexion, je te dirais. Donc, à un moment donné, l'écriture du livre s'imposait comme le parachèvement d'une réflexion ou comme une étape importante dans la collecte d'une certaine quantité d'informations. Et puis, comme dans le cas du premier livre sur la décroissance, c'était j'avais fait une partie de la réflexion au niveau de la maîtrise avec mon mémoire. Je sentais qu'il y avait comme quelque chose qui était mal compris de cette mouvance-là au sein de la population, au sein des médias qui en parlaient. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire une mise à jour plus vulgarisée de ce que pourrait être un travail universitaire là-dessus qui intéressera pas le grand public. Dans le cas de mon deuxième livre, qui est plus sur l'histoire de la musique, ça vient de passion personnelle où j'avais lu énormément là-dessus. Puis à un moment donné, j'avais accumulé une série incroyable d'anecdotes dans ma tête ou même des fois notées. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas en faire un recueil qui va pouvoir intéresser des passionnés. Et dans le cas de ce projet-ci, c'était, en fait, à un moment donné, j'en suis juste venu à la conclusion que j'avais assez de matériel pour produire un livre de synthèse sur le phénomène du conformisme. Et les lecteurs attentifs verront que plusieurs des chapitres correspondent à des podcasts que j'ai faits, plus ou moins, dans le sens que ils sont remodelés puis ils sont mis à l'écrit. Donc ces podcasts-là n'étaient pas à l'écrit, évidemment. C'était c'était uniquement verbal, puis j'avais fait ça à des moments précis. Donc il y a certains éléments du livre qui remontent à des réflexions qui datent de plusieurs années, là, donc des fois peut-être 3-4 ans, et d'autres sont plus récents parce que c'est comme une espèce de puzzle finalement que j'avais sur la table. À un moment donné, j'ai fini par mettre toutes les pièces ensemble. Et là, je me suis dit, OK, une fois les pièces ensemble, on peut toutes les remettre dans la boîte, finalement, du puzzle, ou on peut décider de l'encadrer puis le mettre au mur. C'est un peu comme ça que je voyais le fait de faire un livre, finalement. Mais disons, vous détournez un peu ma question. Ma question était votre motivation, c'est-à-dire que là, vous nous racontez comment vous avez pris plusieurs éléments de vos réflexions qui vous ont accompagné. Donc, ce qui veut dire que cette question du conformisme vous accompagne depuis longtemps. Oui. Parlez-nous, pourquoi est-ce que vous voyez ça, le conformisme, c'est quelque chose que vous décelez un peu dans la culture ambiante, vous qui analysez l'actualité québécoise et mondiale et de l'Internet, là, disons, quotidiennement.
Ben c'est ça, c'est que donc pour revenir à la question de départ, oui, le livre comme tel, ça faisait pas partie d'un plan de communication où je me suis dit à un moment donné, je sors un livre à telle date et voici pourquoi je le fais. Ça s'est un peu fait par cumul d'informations, comme je dis, puis à un moment donné, j'ai pris la décision de le faire parce que je sentais que le fruit était mûr. Mais au niveau de la motivation, si on peut dire théorique ou idéologique qu'il y a derrière, c'est que la question du conformisme, en fait, c'est quelque chose qui m'habite depuis assez longtemps, mais un peu, je te dirais, de manière latente. C'est-à-dire que oui, il y a plusieurs sujets qui arrivent au devant de l'actualité, puis à un moment donné, on parle des chambres d'écho, à un moment donné, on parle du virtue signaling, à un moment donné, on parle de différents auteurs, on parle de la théorie des choix publics, on parle de plusieurs affaires au fil du temps, et puis j'avais jamais vraiment fait le lien avec la question du conformisme plus spécifiquement, et là est arrivée la pandémie, c'est ce que j'ai dit dans une autre entrevue, la pandémie d'abord, et l'élection de Mark Carney, dont on a déjà parlé ensemble dans un podcast précédent, qui ont vraiment été le ciment, je te dirais, pour relier un peu plusieurs thématiques là ensemble. Parce que là, c'était de plus en plus flagrant dans ces deux exemples-là qu'on avait une partie de la population qui soit peu familiarisés avec la politique ou même des gens assez familiarisés, étaient capables d'intérioriser, d'introjecter des formules de prêt-à-penser qu'on pouvait répéter. Et dans le langage web, dans la culture web des Reddit de ce monde et surtout chez les plus jeunes, on disait, les gens, particulièrement dans le milieu anglophone, disaient ces gens-là, ce sont des NPCs. Donc, et là, ça a piqué ma curiosité. Oui, expliquez-nous ce concept, là, les NPCs, qu'est-ce que ça veut dire? Exact. Donc là, ça a piqué ma curiosité parce que je me demandais en gros, à quoi ça fait référence. Donc moi, j'ai pas inventé ce terme-là. Je suis pas un précurseur par rapport à ça. Je suis tombé là-dessus comme plein de gens en me disant qu'est-ce que c'est? Alors, en voulant répondre à la question qu'est-ce que c'est, ça finit par déboucher sur un bouquin. Finalement. Et donc, grosso modo, le NPC, c'est quoi? C'est d'abord un meme, en fait. C'est ce que j'explique dans le livre. C'est le fameux meme que plusieurs auditeurs ont probablement vu, qu'on appelle le Wojak, là, c'est-à-dire cette figure un peu déshumanisée où c'est un petit bonhomme style, une petite figurine style allumette, si on veut, et qui a pas d'émotion, en fait, qui a un visage livide. Et ça, il y a eu plusieurs déclinaisons, plusieurs itérations de ce mime-là. Et c'est toujours utilisé pour représenter quelqu'un qui adhère à des causes sans réfléchir ou adhère à des idées sans réfléchir. Donc, quelqu'un qui, c'est ce que je dis dans le livre, il y a eu plusieurs manières de décrire ces gens-là. Certains les ont appelés les social justice warriors, d'autres les ont appelés, Ayn Rand parlait des second-handers. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont qui ont mis le doigt sur l'idée que ces gens-là existaient dans la société. Ça a été popularisé par le meme, justement, NPC. Et donc, le nom... On voit dans votre livre, on a une belle illustration là, pour ceux qui veulent, parce que votre livre est vraiment presque un manuel, c'est-à-dire qu'on peut y revenir comme une espèce de lieu où est-ce que toute cette question du conformisme et les différents référencements, les différentes études, les différentes perspectives sur la question du conformisme sont réunies. Donc, c'est vraiment un livre de référence. Puis on voit justement ces différents graphiques. Là, vous nous le montrez, ce personnage que tout le monde a vu passer et décliner. Moi, j'ai toujours disons la déclinaison qui me fait le plus rire. C'est celle vraiment où on se ramasse avec ce whack avec la tête effoirée, comme on dit en bon québécois, ou est-ce que là, c'est vraiment la version la plus débilitante de celui qui répète à longueur de journée les discours qu'il veut promouvoir? Là. Exactement. Mais je sentais que le meme et le nom comme tel représentait bien l'idée générale qui était faite du phénomène, mais c'était un peu implicite ou encapsulé justement dans des images, dans des slogans. Mais je me disais, bon, il y a personne qui a vraiment essayé de chercher à comprendre, en gros, face à quoi on était dans toute cette affaire-là. Et on parle de beaucoup de choses qui sont déconnectées les unes des autres. Et finalement, à force de lire, je me suis rendu compte qu'en gros,
ce qu'on appelait le phénomène NPC ou le NPC comme tel, selon la formulation qu'on prend, c'était en fait juste une formulation plus contemporaine basée sur les jeux vidéo, parce que le NPC, c'est le non-player character. Donc, dans le fond, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes l'acteur principal du jeu, votre personnage est l'acteur central, et ceux qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle du programme, si on veut, sont les non-player characters. Donc, c'est de là que vient l'analogie. Moi, je me suis dit, en fait, ça décrit quelque chose que les penseurs ont réfléchi à ça depuis très longtemps. Ça s'appelle le conformisme social, c'est-à-dire comment en fait dans une société on arrive à créer du commun si on veut, mais comment pousser à l'extrême, parce que c'est ça qu'il faut faire attention. Il y a des normes communes dans une société, la politesse, les normes alimentaires, ce genre de choses-là. Ça, c'est pas de ça dont on parle. Le conformisme politique tel que je le décris dans le livre, ce sont vraiment des gens qui adoptent de manière mimétique, et dans le cas présent, c'est presque mémétique si on se réfère au mime, c'est qui adoptent de manière mimétique les comportements des autres parce que les autres le font. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui explique ça? Et donc, on y viendra éventuellement, j'imagine, ça risque d'être dans tes prochaines questions, mais j'ai exploré plusieurs pistes parce que je me suis dit, OK, c'est un sujet assez important que plusieurs spécialistes, entre guillemets, ou plusieurs disciplines, plusieurs auteurs issus de disciplines différentes se sont intéressés à ce phénomène-là. Et le livre prétend pas faire, je le dis dès le départ, prétend pas faire une exégèse complète de tout ce qui a été dit sur ce phénomène-là, mais je pense qu'en gros, ça résume à peu près les différents angles d'approche de cette question-là. François Fournier, dans votre livre, vous y allez justement dans un certain ordre et je voudrais utiliser disons, pour guider notre entretien, partir dans l'ordre décroissant, partant par la fin, parce que on est tous les deux philosophes, on a tous les deux diplômés en philosophie et la partie philosophie du conformisme est en dernier. Donc, j'aimerais plutôt commencer par là parce que c'est vraiment au fondement de la modernité, puisqu'on justement on pense souvent le conformisme lorsqu'on essaie de le projeter dans l'histoire de l'humanité. On commence disons la Grèce antique et tout ça, et on monte. On pense au Moyen Âge, là où est-ce qu'on caractérise, ou disons dans l'esprit des gens, le Moyen Âge est disons le siècle du conformisme, où est-ce que la religion, les rois décidaient pour tout le monde et les peuples se conformaient et étaient prêts à aller jusqu'en croisade ou à partir en guerre pour obéir au roi et à la volonté populaire. Donc il y avait un individu était atrophié à cette époque-là. Et là, finalement, avec l'apparition de la modernité, avec les Lumières, on arrive justement avec cette émancipation de l'individu. Même Hegel en fait la trame de l'histoire, c'est-à-dire la prise de conscience de l'esprit individuel. Et donc, c'est vraiment la trame pour lui de ce qui est, disons, de ce que doit être le monde. Le monde et la prise de connaissance de l'individu. Et donc, il hiérarchise les sociétés selon l'importance qu'elles donnent à l'individu. Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, ce conformisme-là est quelque chose qui, dans la philosophie, on est vu comme quelque chose de péjoratif et duquel on doit se sortir. Vous parlez d'Emmanuel Kant dans votre vers la fin de votre ouvrage. Là, parlez-nous un peu, qu'est-ce que c'est que cette sortie de l'homme de sa minorité? Et à partir de là, on va pouvoir éventuellement aller jusqu'aux aspects psychologiques là, qui sont plutôt contemporains. Mais d'abord, quelle est cette vision? Quel est le lien entre la modernité et l'individualisme et cette sortie du conformisme? Ben, la raison pour laquelle je prends Kant, c'est pas uniquement parce que c'est un philosophe que je juge pertinent, mais c'est parce que dans son fameux texte publié il y a maintenant assez longtemps, Was ist Aufklärung, donc c'est-à-dire qu'est-ce que les Lumières? Pourquoi je prends cet auteur-là? C'est parce que c'est lui qui a essayé de synthétiser ce qu'était l'esprit de la philosophie des Lumières. Et dans son esprit à lui, la philosophie des Lumières, c'est l'émancipation de l'état de minorité. Donc, minorité au sens, je dirais presque légal du terme, c'est-à-dire que l'adulte, dans l'esprit des Lumières, l'adulte est un enfant d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il peut se servir lui-même de son propre entendement pour se libérer des dogmes et des croyances de l'époque qu'il n'a pas remis en question, auxquelles il n'a pas réfléchi, si on y va schématiquement. Ce que je dis un peu dans le bouquin, c'est peut-être pas formulé
comme je vais le faire présentement, mais c'est en gros c'est l'échec de la promesse de la modernité. En fait, l'existence moderne du citoyen qui répète de manière rébarbative des slogans sans réfléchir et qui est sous l'emprise d'un parti politique. On pourra revenir peut-être à Simone Veil, c'est pour la raison pour laquelle le chapitre vient juste après. En gros, c'est l'échec de la modernité. C'est que Kant pensait que libéré du religieux, si on veut, l'humain allait pouvoir se consacrer à l'étude de la vérité, à la recherche du beau, du bien et du vrai, et donc arriver à une espèce d'état, parce que c'est ce qu'il dit dans Qu'est-ce que les Lumières, c'est il dit pourvu qu'on ne s'efforce pas de l'y maintenir, l'individu finit par s'émanciper de sa condition de mineur. Autrement dit, il cesse d'être un enfant, devient un adulte et il réfléchit par lui-même. Moi, ce que je dis, c'est que cette promesse-là de la modernité, on se rend compte avec les phénomènes contemporains qui nous entourent de qui aurait fait mieux, c'est partout pareil, on construit l'avion en vol, es-tu épidémiologiste, toutes ces phrases-là qu'on a entendues dans les dernières années qui sont des manières de court-circuiter la réflexion, donc c'est-à-dire des phrases qui empêchent de penser et qui viennent couper la conversation en étant très autoritaire, si on veut. Mais ce que je dis, c'est que la promesse de la modernité, en fait, je pense que Kant se conviendrait lui-même qu'elle a été brisée pour toutes sortes de raisons. Et je pense que c'est pour ça que le chapitre sur la philosophie du conformisme arrive en dernier de l'ouvrage, avant une section complémentaire, parce que je pense que c'est la manière la plus englobante d'analyser le phénomène, avec toutes sortes d'auteurs qui peuvent être pertinents. Puis j'ai fait une sélection, parce que sinon le livre aurait pu faire 800 pages. Là. Mais donc, je pense que ce sont des auteurs pertinents, mais même on aurait pu remonter très loin là même chez des pères de l'Église qui rappelaient ces trucs-là aussi. Là, connais-toi toi-même, Socrate et tout ça. Donc, mais vous parlez justement de cette manière englobante. Kant a une vision aussi sur les causes de ce maintien dans l'état de minorité. Donc, beaucoup de gens restent des enfants et selon lui, c'est par paresse finalement. Donc, est-ce que vous partagez ce constat? Ben, c'est ce que je dis un peu c'est ce que je laisse transparaître tout au long du développement du livre, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les auteurs, que ce soit en psychologie, en sociologie, en économie, même en anthropologie, ont des explications relativement très sophistiquées sur qu'est-ce qui provoque les comportements conformistes. En psychologie, ça va très loin. On y rentrera peut-être un petit peu plus tard. Mais Kant ramène ça à un niveau de simplicité qui est à la fois désarmant et éclairant. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, cassez pas votre tête. La raison pour laquelle il y a autant de gens conformistes qui répètent des trucs qu'ils entendent, s'il était en vie aujourd'hui, il dirait à la télé. À l'époque, il aurait pu dire à l'église ou je sais pas où. C'est que il le dit très clairement, l'état de minorité procure un confort. Et donc, le fait de ne pas se servir de son propre entendement et de répéter ce que les autres disent, ça procure un confort et les individus, par nature, sont un peu lâches, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il dit avoir le courage de se servir de son propre entendement. C'est le courage, la force, l'énergie. C'est quelque chose que les gens, peut-être une partie de la population, ne désirent pas consacrer, finalement, dans leur vie. Et le confort du conformisme c'est quelque chose qui est réconfortant, apaisant, et le fait de devenir de rester un enfant en termes de réflexion est pour eux quelque chose de réconfortant, qui combat l'anxiété et tout ça. Et puis c'est là que je ramenais la fameuse phrase de cette chanteuse québécoise qui avait dit lors de la pandémie, moi j'adore ça les règles parce que ça m'empêche de réfléchir. Je disais, mais c'est exactement ça. L'esprit de ce que dit Kant est encapsulé dans cette fameuse phrase-là de cette chanteuse-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire les règles, le prêt-à-penser, le fait de dire, voici, c'est comme ça que ça fonctionne et fin de la discussion. Pour une certaine partie de la population, c'est sécurisant et briser cette sécurité-là. On pourrait aussi dire, j'aurais pu prendre Platon aussi, la caverne, sortir de la caverne, il y a quelque chose d'anxiogène, là. On regarde finalement, on sait qu'on est quelque part un peu dans la caverne, mais sortir, c'est l'inconnu, c'est l'anxiété, c'est le danger. Donc, il y a une certaine forme pour certaines personnes, je pense que c'est perçu comme un peu
un danger ou un risque de s'oser à la pensée critique, de s'oser à penser à part soi-même, parce que qu'est-ce que vont dire les gens dans mon entourage, qu'est-ce que vont dire les gens de mon entourage, qu'est-ce que mes amis vont penser de moi si je dis plus la même chose qu'eux autres. Et là, ça nous ramène justement aux aspects peut-être plus psychologiques de la chose. Et là, une des pépites là, de votre ouvrage là, que vous dites, qui me motive un peu, qui est de ce que Kant pense, et quand Kant dit lui-même « Aie le courage de te servir de ton propre entendement », ce qu'il vise, c'est la figure du religieux épris des bondieuseries, qui n'est pas si éloignée de celle de Jacques et Louise en pamoisant devant le CV de Mark Carney. Alors, c'est vraiment une petite pépite qu'on retrouve dans votre ouvrage, là, à la page 124, et la référence. Oui, il faut dire que de tout temps, en fait, puis dans un autre chapitre, on parle de Kierkegaard, mais même des figures très religieuses du passé et qui n'étaient pas du tout dans l'athéisme militant, là, se sont un peu moqués de ça. C'est-à-dire, puis même, je te disais tantôt que je faisais référence au père de l'Église, je me souviens plus, j'ai pas la référence en tête, mais à un moment donné, Saint Paul dit ça aussi. Là, c'est-à-dire, il dit celui qui, on doit croire parce qu'on sait. On ne doit pas croire pour simplement croire. Là. Donc, dans le fond, celui qui croit, c'est aussi celui qui sait, qui a compris de manière intellectuelle aussi la chose. C'est pas uniquement un acte irrationnel. Pour la référence, c'est plus Saint-Pierre. Il parle des raisons. Nous devons donner les raisons de l'espérance qui est en nous. Et cette petite phrase-là, dans une des épîtres de Saint-Pierre, est le fondement on pourrait dire, l'assimilation de la centralité de la philosophie dans tout le parcours. Et ça a eu une influence énorme sur le développement des universités, bon, notamment au Moyen-Âge, mais on peut pas parler à Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, tout ça. Et même, exact, on peut remonter très loin. Donc, c'est vraiment très important, cette raison-là, et de ne pas se satisfaire disons des réflexes qu'on a devant la réalité. Et donc, bon, c'est quitter un peu... J'ai dit Saint-Paul, mais Saint-Paul. Non, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Et disons, il y a eu des petites chicanes, mais ils s'aimaient bien à la fin. Exact. Donc, lorsqu'ils ont été tous les deux martyrisés à Rome. Il y avait ça les a rapprochés. Ouais, c'est ça. Mais François Fournier, bon, justement, on parle de cette sortie un peu de l'esprit moutonnier, grégaire, de faire on fait les choses parce que tout le monde le fait. C'est une injonction, disons, qui a une centralité dans le processus civilisationnel occidental, parce qu'on peut penser à certaines disons, pays aujourd'hui où est-ce qu'on n'est pas encore rendu à penser qu'il est important de donner du crédit à l'individu. Et donc, bon, on peut penser au Québec pour ramener ça, cette petite lumière. Vous avez mentionné les Lumières, cette époque dans l'histoire de la philosophie et de la civilisation occidentale. Les Lumières, nous, au Québec, pour ramener ça un peu à nous, à une plus petite échelle, on a souvent prétendu, et même à l'école, on nous prétend ça, que la Révolution tranquille, ce sont nos Lumières à nous, c'est le moment où nous, peuple québécois, nous avons cessé de suivre les dictats de l'Église, cette grande noirceur qui est l'époque pré-1960, et que la Révolution tranquille est le moment où est-ce que nous sommes sortis de cet état, entre guillemets, de minorité pour citer Kant, et on serait devenus des adultes. Mais ce qu'on retrouve dans votre livre, à plusieurs égards, justement, vous revenez jusqu'aux élections de Mark Carney, c'est que finalement, on n'en est peut-être pas sorti encore de cet état d'enfance intellectuelle et civilisationnelle au Québec. Comment voyez-vous un peu cette révolution tranquille à la lumière de ce que vous avez noté du conformisme des Québécois? C'est-à-dire qu'il y a un autre auteur dont j'aurais pu parler dans le livre, et j'ai choisi de pas le faire parce que je trouvais que ça pouvait nous égarer ailleurs, qui s'appelle Arthur Schopenhauer, qui écrit un petit bouquin qui s'appelle, en fait, ça a été réédité sous forme de bouquin, mais c'est une part d'un autre livre plus important qui s'appelle Le Monde comme volonté, comme représentation. Et dans ce bouquin-là, il parle de ce qu'il appelle le besoin métaphysique de l'être humain. Donc, l'être humain, ce n'est pas vrai que l'être humain, sans référent, je dirais, spirituel, sans guide, sans système de moralité qu'ont été les religions, va soudainement se mettre à se servir de sa tête et réfléchir par lui-même et toujours examiner le bon du bien puis faire la part des choses. Donc, il va en gros, la thèse, c'est qu'il va se rabattre sur autre chose.
Et là-dessus, je pense qu'on partage une vision assez commune, c'est que moi, je pense que la promesse de la Révolution tranquille, le roman national, ce qui a occulté là-dessus, c'est que on a sorti peut-être les gens des églises, mais on n'a pas sorti les églises des gens, et on a déplacé leur spiritualité vers autre chose. Donc, en fait, maintenant, ils suivent plus les dictats de l'Église, mais ils suivent les dictats de l'État, des médias, d'autres groupes d'influence, parce que il y a une partie de la population, comme le disait Kant, qui est bien dans le confort que procure le fait de déléguer à quelqu'un d'autre leur appareil critique et psychique. Bon, ça, c'est un constat, je pense qu'on peut faire. L'autre point que j'amènerais, c'est dans le livre, je ramène le fameux bouquin de Jacques Bouchard, Les 36 cordes sensibles des Québécois. Et ce livre-là, c'est fascinant de voir comment il a été écrit dans les années 70, essentiellement en observant le Québec de l'époque qui, commence à se différencier avec la Révolution tranquille, tout ça. Mais on s'aperçoit en réalité que ce qu'il décrit comme société est pareil à celle d'aujourd'hui. Elle a très peu changé malgré des vagues d'immigration, malgré des changements sociétaux importants, comme plus d'importance accordée à l'égalité homme-femme, plus comment je dirais ça, plus d'importance accordée moins au travail, plus au loisir. Il y a plein de changements sociétaux qui sont arrivés. L'aide médicale à mourir n'existait pas dans ce temps-là. Vous comprenez ce que je veux dire? La société était relativement différente en 1976 qu'elle l'est en 2025. Mais malgré tout, on sent qu'il y a une espèce de substrat qui demeure. Il y a une genre d'âme québécoise, si on peut dire. Puis je le dis pour la formule, là, plutôt que pas vraiment comme une entité elle-même. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui demeure à travers ça. Donc, c'est pas vrai que les humains changent si rapidement que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme l'ordre d'une manière d'être qui est spécifique à certaines cultures, et en fait que chaque culture a, et qui perdure dans le temps, nonobstant des changements qu'on veut implémenter, des fois même par la force. Donc, on a l'impression, en fait, que la sécularisation du Québec ou la marche forcée vers la laïcité qui culmine là, récemment par toutes sortes de mesures qui sont proposées, même au niveau des écoles, on sent que c'est pas quelque chose qui correspond à une vraie mouvance de fond des mentalités, si je peux dire, mais plutôt comme quelque chose qui est imposé par le haut. Parce que le Québécois lui-même demeure dans sa structure mentale et sociologique, je pense quand même profondément influencé par le religieux, par la manière dont la religion avait d'organiser la société. Je pense que ça crevait les yeux là-dessus. Je suis d'accord avec Christian Dufault lors des points de presse. Je le dis dans le livre, je les appelle les points de presse dominicaux, un peu de manière ironique, mais c'était un peu ça. Il y avait une figure quasi religieuse autour du premier ministre, même la manière dont toutes les rituels covidiens devenaient presque des rituels religieux. Là. Le purel avait remplacé l'eau bénite d'une certaine manière, et je pense que c'est ceux qui voient pas ça passe, à mon avis, à côté de quelque chose. Là. Donc, et tout ça s'inscrit dans ce que je disais, je vais conclure là-dessus, dans ce propos-là de Schopenhauer, que l'être humain est un être métaphysique, il y a un besoin métaphysique inhérent à l'existence humaine, et si on enlève de force des référents communs, les gens vont les remplacer par autre chose. On les remplacer justement par le sanitarisme, dans d'autres cas par l'écologie, dans d'autres cas par, on le voit, là, la prolifération de toutes sortes de croyances urbaines, que ce soit l'alimentation, les colliers de noisetiers, tout ce que vous voulez. Là. Donc, il y a une quête de spiritualité de substitution, et ces spiritualités de substitution-là sont, à mon avis, des vecteurs assez intenses de conformisme, parce qu'on doit se conformer à des rituels, à la ritualisation du quotidien tel que on pouvait l'avoir dans des religions très prenantes comme l'islam, par exemple. Donc, vous devez calculer votre nombre de calories, vous devez faire des jeûnes, vous comprenez que s'il y a un rituel au travers de ça du quotidien qui correspond en tout point à ce que certaines religions imposaient au quotidien. Puis aussi, on peut penser que, disons, sortir du conformisme et adopter cette vision des lumières là, de l'individu qui pense par lui-même, il faut s'intéresser aussi à la mécanique, comment ce processus, disons, de massification de la sortie
de l'état de minorité peut se faire. Donc, est-ce qu'on peut forcer les gens à devenir adultes d'une certaine façon? Donc, si on se réfère à la Révolution tranquille, selon vous, ce moment où est-ce qu'on a rejeté collectivement la mainmise de l'Église sur la population s'est fait elle-même par conformisme. Et finalement, c'est la même. Il y a une continuité là. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sorti du conformisme, on est resté dans le conformisme. Et donc, ce romantisme de la Révolution tranquille n'est qu'une apparence. Ben, je pense que oui, parce que jusqu'à une certaine limite, je pense que c'est très vrai ce que vous venez de dire, parce que si on prend l'exemple, par exemple, plus récent de la laïcité au Québec, là, maintenant, on dit la laïcité, c'est une valeur intrinsèque du Québec, alors que c'est quelque chose qui n'existait même pas il y a 20 ans. Donc, il y a 20 ans à peu près, on commençait les débats sur les accommodements raisonnables. Ça devenait dans l'actualité. Il y a 15 ans de ça, le Parti québécois, à peu près 15 ans, arrivait avec des propositions, moins de 15 ans, même 12 ans, arrivait avec des propositions sur une certaine forme de laïcité, mais qui n'était pas formalisée comme telle. Mais c'est vraiment, ça fait peu de temps qu'on présente ça comme étant une visite. Tu sais, moi, j'ai été à l'école, j'ai récité des prières, puis je vais avoir 36 ans, là. Donc, j'ai vécu cette réalité-là. J'ai pas 80 ans, j'ai pas 75 ans, je vais avoir 36 ans. J'ai récité des prières, des Je vous salue Marie, des Notre Père à l'école primaire et je me suis confessé à un prêtre qui est venu à l'école primaire, là. Donc, c'était une école publique, c'était pas une école confessionnelle, ça fonctionnait comme ça encore il y a pas si longtemps, là. Juste que les événements que je raconte remontent à il y a moins de 30 ans. Et donc, et il y a eu un basculement social vers des valeurs, c'est pour ça que je te dis, ça vient du haut. Donc, la laïcité, c'est quelque chose qui a été imposé par une élite sur la population et par conformisme, des gens ont fini par se rattacher à cette idée-là en disant oui, c'est important. Et là, en fait, on sait plus trop de quoi on parle autour de ce concept-là. C'est devenu un peu un fourre-tout pour parler du phénomène religieux. On mélange à ça héritage chrétien et islam. À mon avis, c'est quelque chose de très confus dans l'espace public. Mais je pense que c'est un bon exemple de conformisme. Aujourd'hui, tout le monde nous dit, si vous demandez aux gens c'est quoi les valeurs québécoises, ils vous disent la laïcité et l'égalité homme-femme. Je dis, ouais, la laïcité, il y a ça à beaucoup d'endroits sur Terre. C'est quelque chose qui était même pas présent dans le discours au Québec il y a 20 ans. Et l'égalité homme-femme, je veux dire, les Québécois existaient avant ça, là. Je veux dire, ça fait 400 ans et plus qu'il y a des gens ici, là. Donc, mais on adhère à ces choses-là sans trop y réfléchir parce que c'est des formules prêtes à penser et c'est consensuel. De dire ben oui, les valeurs québécoises, c'est la laïcité, l'égalité homme-femme, ce genre de choses. Des fois, j'entends la solidarité. Oui, mais je pense que toutes les nations sur Terre aspirent à une certaine solidarité. Ce sont pas des valeurs qui sont spécialement québécoises. En fait, il n'y a rien de ce qui est mis de l'avant qui correspond réellement à l'identité, je pense, historique et plus profonde du Québec, contrairement à ce qu'on peut lire dans justement le livre de Bouchard sur les 36 cordes sensibles. C'est si on va vers des choses, les origines terriennes du Québec, par exemple, là, ça me paraît vraiment plus quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pratiquement tout le monde qui nous écoute, les Québécois qui nous écoutent en ce moment, vous n'avez pas besoin de remonter très loin dans votre arbre généalogique pour trouver un cultivateur. C'est un peu ça qui est dit dans le truc. Et ça laisse des traces qui se transmettent de génération en génération parce que les Québécois sont un peuple connecté vers le milieu agricole, beaucoup plus que ne le sont certains Européens où des gens vivent dans des villes depuis des centaines et des centaines d'années puis qui n'ont jamais vu un champ ni un animal de leur vie, là. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, et je pense que tout ça témoigne d'un certain conformisme, là. Oui, ces nouvelles valeurs-là imposées par le haut, là. Oui, de toute façon, c'est toujours plus facile de catégoriser ou qualifier un peuple par ce qu'il n'est pas. Des fois, là, c'est la définition négative, là. Et on pourrait dire que c'est un pays. On pourrait dire aussi que de cette manière, le peuple québécois est un peuple qui ne laisse que peu de place à la subsidiarité pour nommer les principes, quelques principes. Dans votre ouvrage, là, et revenons au début, puisque vous parlez du conformisme psychologique, et donc c'est de plus en plus à la mode. Là, on peut penser, disons, au Jordan Peterson de ce monde et tout ça. Donc la psychologie
joue un rôle important et ça intéresse les gens. Qu'est-ce que c'est que psychologiquement, là, quelles sont les caractéristiques d'une personne d'un NPC, comme vous l'avez dit, d'une personne qui va finalement se laisser aller à la vague de son environnement plutôt que de réfléchir d'une manière critique et à prendre des décisions par lui-même selon ses propres principes? Ben, c'est ça, c'est que si lorsqu'on commence à s'intéresser au phénomène du conformisme, on tombe très vite sur des classiques en psychologie comme Salomon Asch ou Stanley Milgram qui ont fait des expériences psychologiques dans les années 50, 60. Et un peu maintenant, l'approche plus contemporaine, c'est plutôt de parler donc en psychologie, ce qu'on appelle behavioral psychology, je sais pas comment behavioriste, je sais pas comment on le traduit exactement en français, le mot m'échappe. Comportemental, on pourrait dire. Psychologie comportementale, c'est ça. Et donc c'est l'idée d'utiliser les biais cognitifs pour expliquer ce genre de phénomène-là. Par exemple, on explique qu'il y a un biais de conformité chez les gens qui poussent à aller vers à adopter certains comportements des autres en présence d'un leader charismatique et autoritaire, par exemple. Ça serait une des variables qui vient jouer sur le biais de conformité. La peur aussi, l'anxiété, ça c'est quelque chose qu'on disait beaucoup dans la pandémie, par exemple, qui contrôle la peur. Dans la dernière élection canadienne, la peur de Donald Trump génère des comportements mimétiques dans la population parce les gens ont peur, sont inquiets, cherchent du confort et cherchent à être rassurés derrière une figure posée, qu'on leur vend comme étant dépositaire d'un savoir que les autres n'ont pas comme Mark Carney. Mais donc, si on remonte un peu, ça a été étudié par différents auteurs. Les exemples que je donne dans le livre, entre autres Salomon Asch, ce qu'il dit dans ses expériences est assez intéressant. En fait, il dit les expériences en psychologie empirique nous montrent que la population se divise dans un certain nombre de groupes. Il y a des gens sur qui l'effet des pairs n'a aucun effet. Donc, il y a 20, 30%, 35% de la population sur qui leur entourage peut faire à peu près n'importe quoi. Ça n'a pas tant d'impact que ça sur eux. Par contre, il y a un pourcentage de la population à des degrés divers sur qui l'entourage a un impact considérable. Et là, il dit, par exemple, vous faites faire des tests très simples à des gens. Vous mettez une personne vous mettez 10 personnes dans une salle et vous demandez à toutes les personnes de répondre à des questions très simples. Bon, est-ce que, puis là, lui, l'exemple qu'il donnait, c'est on donne aux gens 3 figures géométriques différentes. On leur dit quelle figure correspond à celle qui est sur votre bout de papier. Et là, ils doivent répondre A, B, C, par exemple, dans les choix de réponse. Et si l'expérience était faite de telle manière qu'il y a une seule personne qui est un vrai répondant, elle l'ignore, mais les 9 autres personnes sont complices avec la personne qui fait l'expérience et donc ont comme consigne de répondre de mauvaises réponses. Donc, on est ensemble tous dans une pièce et là, il y a quelqu'un qui monte 3 triangles. Il y en a un petit, un moyen, un grand. Et sur ma feuille, il y a le moyen. Et là, tu me dis que ça correspond à quel triangle? Et moi, je réponds le gros parce que tout le monde avant a répondu que c'était le gros. Et donc, ce qui explique, c'est que les gens prennent acte systématiquement des réponses des autres. Il y a un petit pourcentage des gens pour qui ça n'a pas d'influence. C'est peut-être 20, 30, 35% selon comment on module l'expérience. Il y a des gens qui, ça a une expérience majeure, ça a une influence majeure sur eux. D'autres ont une influence plus limitée. Et donc, ils dressent des profils psychologiques un peu avec ça. Milgram, lui, avait poussé l'expérience encore plus loin. C'était la fameuse expérience où des gens devaient administrer à d'autres personnes des chocs électriques qu'ils imaginaient mortels, qu'ils croyaient mortels, parce que le monsieur avec un sarrau qui dirigeait l'expérience leur disait de le faire. Et tu avais 35%, je crois, des gens qui refusaient de le faire en disant « Mais non, mais moi, je suis pas ici pour tuer quelqu'un, finalement. » Et les autres le faisaient parce qu'on leur disait « Il y a un expert avec une blouse blanche, c'est le boss de l'expérimentation. Il dit de le faire, donc tu le fais. » Donc, ça mesurait le niveau d'obéissance des gens, le niveau de conformité à des directives qui peuvent paraître absurdes, erronées. Et donc, il y a eu plein d'expériences comme ça en psychologie. J'en parle dans le premier chapitre. La raison pour laquelle j'en parle en premier, c'est que je sais que c'est une manière très contemporaine et plus à la mode d'étudier les comportements humains, de les ramener à des choses psychologiques. Vers la fin du chapitre, je parle entre autres aussi le lien qui est étudié par beaucoup, dont des instituts aux États-Unis. On étudie le lien entre les appartenances politiques et
la santé mentale. Et donc, il y a plusieurs études qui montrent que si vous vous identifiez aux États-Unis, comme si quand vous répondez à une question, si vous dites que vous êtes plutôt conservateur et que vous avez une famille, par exemple, les gens tendent à être plus heureux. Et les personnes qui se décrivent comme liberals, donc entendu de gauche dans le langage anglophone, se disent généralement moins heureux. Et les études montrent que les gens qui souffrent de dépression, d'anxiété, ont tendance à se conformer plus facilement aux opinions des autres en raison d'une faible estime de soi, un besoin de validation par l'entourage. Et là, donc, je disais, est-ce que c'est possible que le fait qu'on associe la figure du NPC plus génériquement à des progressistes ou des gens de gauche, est-ce que ça peut avoir un lien avec ça? Le fait que, généralement, ce sont des gens qui se disent moins heureux, plus dépressifs, plus anxieux. C'est particulièrement vrai chez les jeunes femmes aussi. C'est ce que les données montrent. Donc, est-ce qu'on peut penser, par exemple, aujourd'hui, puisqu'on vit dans un monde où, disons, en Occident, la gauche s'est institutionnalisée, donc l'esprit de la gauche a imprégné l'ensemble des institutions. Donc, on peut penser que celui qui a une opinion contraire, par exemple, en l'occurrence, les gens de droite, vont avoir moins tendance à être des NPC, justement, parce qu'ils doivent faire preuve d'un esprit critique, aller avec le temps, aller avec l'esprit du temps, c'est être de gauche. Et donc, s'ils ne sont pas dans l'esprit du temps, nécessairement, finalement, ils ont dû prendre des décisions et réfléchir à la question. On peut penser que dans un cas inverse, peut-être après des années et des années de Trumpisme, par exemple, aux États-Unis, la droite trumpienne pourrait imprégner à son tour les institutions américaines. Et là, ça deviendra les gens plus critiques, des gens de gauche qui deviendront plus critiques et ce seront les gens de droite qui seront NPC. Est-ce que vous pensez qu'il y a il y a un lien de continuité entre les deux? Ce n'est pas nécessairement purement idéologique, bien que la gauche est plus collectiviste et la droite est plus individualiste. Donc, il y a un lien idéologique de correspondance entre le fait de suivre et d'être de gauche. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible aussi que faire abstraction de l'idéologie comme telle et de penser que être critique par rapport à son environnement détermine le fait d'être un individu adulte? Je pense que c'est très vrai là, ce que tu viens de dire par rapport en fait, je ramènerais au début de l'entretien, tu faisais référence au philosophe Hegel. Le philosophe Hegel, sa grande force, à mon avis, explicative au niveau des phénomènes, c'est le principe de la dialectique et du jeu des contraires. Et donc, c'est-à-dire que ça, c'est une chose que peu de gens comprennent, particulièrement les gauchistes ont vraiment une incapacité chronique à comprendre ce phénomène-là. C'est l'idée que, en gros, dans un monde dominé par la gauche, les progressistes seront les gens de droite. Dans un monde dominé par la droite, les progressistes seront évidemment les gens de gauche. Et donc, dans un monde dominé par la gauche, ceux qui sont conservateurs, au sens qu'ils deviennent des agents du statu quo, ce sont les gens de gauche. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de conservatisme de gauche aujourd'hui, conservatisme au sens littéral du terme. Donc, c'est des gens qui ne veulent pas que la société change, parce qu'ils veulent préserver des acquis, parce que c'est eux, en gros, qui ont le pouvoir, finalement. Et donc, c'est pour ça que c'est facile d'imaginer que dans une société américaine où on aurait 2, 3, 4 mandats consécutifs de républicains, on instaure une nouvelle doxa, il y a des nouvelles opinions dominantes qui se répandent. Donc, on verrait que les gens qui sont le plus critiques à l'égard du pouvoir et de l'ordre établi, qui cherchent à briser des conventions, ce seraient effectivement les gens de gauche, et les gens plus conformistes, plus alignés avec le pouvoir, ce seraient les gens de droite. D'ailleurs, c'est ce qu'on commence un peu à voir, même s'il y a des dissensions. On le voit là, que beaucoup de gens qui sont autour de la présidence Trump, des influenceurs de toutes sortes, des intellectuels, malgré que par le passé, ils ont défendu, par exemple, des positions très libérales économiquement, très free market en anglais, ils se sont ralliés derrière Trump et l'histoire des tarifs. Pourquoi? Par conformisme idéologique. Et c'est un peu ce qui est expliqué dans le chapitre sur la psychologie du conformisme. C'est qu'il y a un besoin très grand chez l'être humain de signaler son appartenance au groupe. Et donc, le fait d'adopter les positions idéologiques d'un groupe, le fait de se rallier au groupe, le fait d'en partager les croyances et les positions philosophiques ou politiques, il y a un aspect idéologique là-dedans, mais il y a un aspect qui est purement affectif, là.
Il y a un aspect qui est purement affectif, c'est-à-dire ne pas être exclu du groupe, ne pas être vu comme un mouton noir, vouloir être accepté par ce groupe-là parce qu'on se voit en lui et on voudrait que lui nous voit comme membre de ce groupe-là. Par contre, ce que j'explique aussi, c'est j'ai mis ce chapitre-là en premier parce que je pense que c'est la porte d'entrée de l'analyse du phénomène, mais en même temps, il faut se rendre à l'évidence que ça peut mener très rapidement à un réductionnisme psychologique, c'est-à-dire que évidemment que s'il y a des mouvances de foule qui, par exemple, la vague orange au Québec, le fait que des gens se sont spontanément mis à voter pour le NPD, ne peut pas être expliqué tout un chacun par des phénomènes de manque, problèmes d'estime de soi au niveau personnel, dépression, anxiété, j'aimerais me faire voir par les autres, parce que c'est beaucoup trop puissant et là, ça requiert l'analyse, à mon avis, sociologique et même philosophique. Donc, c'est pour ça que j'y vais un peu comme un crescendo d'une certaine manière, parce que je me dis, la psychologie montre des choses intéressantes, mais à un moment donné, ça limite l'analyse parce que des troubles psychologiques et des biais de confirmation, bon, tout le monde a ça. Là. Mais à un moment donné, ça n'explique pas pourquoi, à l'échelle globale, il y a des phénomènes de masse qui, eux, ne peuvent pas relever de la stricte psychologie individuelle. Et donc, si on a affaire à une population, disons, où le nombre, la quantité de NPCs est très élevée, ça veut dire que la population est très vulnérable. Donc, ça met en jeu d'une certaine façon la démocratie, qui est la volonté générale et c'est nécessairement celle qui va à tout le moins, à toute fin pratique, disons, être la plus acceptable, au moins, même si c'est des erreurs que les gouvernements font. Mais parlez-nous un peu, là, est-ce que ces populations vulnérables, disons, peuvent être prises, et disons, par des lobbies, prises en otage, ou disons, être manipulées par des grands acteurs, des politiciens et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir selon vous, ou c'est quelque chose de diffus et finalement, ben, c'est les NPCs finalement continuent à s'influencer les uns les autres et ils vont eux-mêmes sécréter des leaders un peu à la Justin Trudeau, c'est-à-dire que je ne crois pas que Justin Trudeau était un manipulateur lui-même, il était lui-même l'air du temps incarné, c'est-à-dire un vide total, complètement rempli par l'air du temps. Et donc, est-ce que selon vous les deux sont possibles, c'est-à-dire une vision où est-ce que c'est la population amorphe qui sécrète des politiciens amorphes, ou c'est des personnes bienveillantes ou malveillantes qui prennent en otage cette population vulnérable et qui décident de la contrôler? La question est très pertinente et j'ai pas de réponse définitive à ça. En fait, la réponse que je ferais, c'est je pense que le phénomène de conformisme, et c'est pour ça que j'ai mis autant de distinctions puis de chapitres différents dans le livre, c'est je pense qu'elle est multifactorielle. Je pense qu'il n'y a aucune des explications, comme je le disais quand on parlait de Kant. Kant a une vision très générique qui, je pense, est bonne, mais il y a toutes sortes d'explications individuelles sophistiquées. On a parlé du biais de conformité, on a parlé des expériences de certains psychologues. En sociologie, il y a l'approche un peu que tu soulevais, c'est-à-dire que il y a la fabrication du consentement, par exemple, chez des auteurs comme Noam Chomsky, où on dit en gros c'est l'influence des médias et des groupes d'intérêt sur l'opinion publique qui forge l'opinion publique. Donc il y a un discours dominant, il y a une diabolisation de la dissidence, il y a des choses que le pouvoir veut mettre de l'avant par les médias, par les bras armés du gouvernement, par les institutions. Tout ça est sans doute vrai. En fait, tout ça est vrai d'une certaine manière, mais je ne pense pas que ça explique tout. C'est pour ça que je trouve intéressant aussi d'amener ce que disent plusieurs économistes sur ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est produit de manière, je te dirais, organique au niveau de la société, sans qu'il y ait nécessairement de grands plans de manipulation de l'opinion publique. Donc, soyons clairs. Oui, les médias essaient d'influencer les gens. Oui, les groupes d'intérêt essaient d'influencer les gens. Oui, les lobbies, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi, dans la manière dont l'activité économique est faite, des gens qui s'imitent l'un l'autre pour toutes sortes de choses. Et tu sais, je donne des exemples un peu triviaux dans le livre, mais tu sais, je dis si à un moment donné des gens se mettent à
acheter de manière compulsive des friteuses à air chaud, là, les fameuses air fryers, là. C'est pas parce qu'il y a un complot des médias pour leur expliquer qu'ils doivent le faire. C'est parce qu'il y a un mimétisme de marché d'une certaine manière qui consiste à quand le phénomène, ce qu'on appelle un peu le phénomène du voisin gonflable, c'est-à-dire les gens ont ça, moi je le veux aussi. C'est ce qui explique les gens qui faisaient les files pour acheter certains jeux vidéo, dormir toute la nuit en avant d'un magasin, certains bouquins à l'époque. Le papier de toilette durant la COVID, vous mentionnez aussi. C'est ça, le papier de toilette durant la COVID. Donc, il y a quelque chose qui est organique. C'est-à-dire que les humains s'imitent entre eux. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Il y a quelque chose de foncièrement humain dans le fait d'imiter les autres, de faire comme les autres. Puis je donne toutes sortes d'exemples dans le livre. Là. Je dis, si vous allez au Festival d'été de Québec ou vous allez dans un concert au Centre Bell à Montréal, vous êtes venu 25 fois ici, vous savez très bien que lorsque ça va terminer, vous devez sortir par telle porte. Mais lorsque vous terminez, vous voyez tout le monde qui s'en va à gauche plutôt qu'à droite. Vous allez avoir tendance à suivre ces gens-là en vous disant, ben si tout le monde s'en va vers là, il doit avoir une raison. Et c'est ce qui explique un peu, je pense, une partie du conformisme en politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens se disent rationnellement, ben là, si tout le monde dans mon entourage a l'air de se ranger derrière Carney, de penser que je suis comme une espèce de figure providentielle, est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris? Peut-être qu'ils ont raison. Et donc, les gens s'imitent un peu sans même avoir besoin d'avoir la télé, les journaux, les lobbies qui leur disent « Tu dois voter pour Mark Carney, là, oublie pas ». Donc, je pense qu'il faut prendre en considération toutes ces dimensions-là pour en comprendre. Donc, la psychologie vient interférer là-dedans, les relations économiques entre les êtres humains qui sont organiques, si je peux dire. Puis évidemment, la sociologie, il y a toutes sortes d'explications très intéressantes. Une que j'aime bien, c'est dans le chapitre 6. Je parle de la théorie de l'opinion publique. Je parle aussi de ce qu'on appelle la spirale du silence. Ça, c'est absolument crucial pour comprendre la manière dont des idées se répandent dans une population. C'est-à-dire que on n'a pas besoin qu'une idée devienne majoritaire pour que des gens se mettent à répéter des choses. On a juste besoin que ceux qui sont en désaccord se taisent. Et ça, je pense que pour revenir à ce que tu disais, est-ce qu'il y a des gens qui essaient d'utiliser ça pour orienter ce qu'on appelle le narratif ou changer la discussion publique, la faire bouger d'un endroit à l'autre? Je pense que c'est précisément là que ça arrive. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a pas besoin de convaincre 80% de la population de penser quelque chose. On a besoin de convaincre 15, 20%. Et à partir de ce moment-là, on a juste à diaboliser ou faire mal paraître les opinions divergentes et le tour est joué, là. Et c'est ça la théorie de la spirale du silence. C'est que les gens qui sont pour mettent leur opinion de l'avant, les gens qui sont contre se taisent et créent de ce fait l'impression pour tout le monde que l'opinion est majoritaire. Et ça, je pense que la dernière élection, ça a été flagrant, là. C'est-à-dire que honnêtement, on pouvait trouver à peu près personne dans son entourage qui disait qu'elle allait voter conservateur. Tu avais l'impression que Mark Carney allait faire élire 400 députés. Et au jour de l'élection, on s'est aperçu qu'il y avait 1,5% de différence entre les deux à l'échelle nationale. C'est donc dire qu'il y avait un énorme bassin d'électeurs conservateurs qui faisait juste la fermer, en fait. Et c'est tout ça la théorie de la spirale du silence. C'est dire qu'il y avait une base critique de gens, oui, en faveur du Parti libéral, et les autres se sont tus, donnant l'impression d'une mouvance extrêmement majoritaire. On voit justement dans la Bible, ce processus-là est déjà là. On parle dans Genèse 18, Abraham intercède auprès de Dieu et négocie la survie de la ville de Sodome et Gomorrhe jusqu'à ce qu'il reste 10 justes. Finalement, Dieu n'arrive pas à trouver 10 justes, mais ça montre qu'il ne suffit même dans une ville au complet de 10 personnes capables de dire la vérité pour éventuellement sortir un peuple entier de la torpeur de son état de minorité, reprendre, ou de son enfance intellectuelle, là, finalement. Et donc, c'est un encouragement pour les personnes qui ont un esprit critique et les libres penseurs, dirions-nous aussi, de prendre la parole lorsqu'ils ne sont pas d'accord, pour pouvoir éventuellement réveiller ceux qui le peuvent, parce qu'on s'en est rendu compte aussi dans l'étude que vous mentionnez au début de cette partie sur la psychologie. Là, on voit que
dès qu'il y a une opinion contraire, là, je pense c'est quoi, c'est 50% des gens qui étaient allés avec le groupe en se trompant volontairement finissent par se rectifier parce que là, ils ont quelqu'un à qui se raccrocher. Donc, l'adage là d'Aristote, nous sommes tous des animaux politiques, donc on est fait pour être ensemble, c'est quelque chose de très, très fort. Et donc, l'esprit de vérité, ça explique peut-être pourquoi la majorité des gens perdent de l'argent en bourse, parce que justement, ils suivent le flow. Et on le sait que la stratégie gagnante en bourse, c'est d'acheter quand tout le monde vend et de vendre quand tout le monde achète. Donc, cet esprit critique-là peut être payant. Et c'est intéressant aussi de voir à quel point les différentes, on pourrait dire, lobbies eux-mêmes peuvent être, disons, la majorité des motivations des gens qui ont pour mission d'influencer les autres, peut-être qu'eux-mêmes sont des victimes de cet esprit de groupe-là. Et par exemple, George Soros, on sait qu'il a financé des millions et des millions des ONG qui sont justement pour la migration sans limite. Ouais. Mais lui-même est-il maître de son propre entendement? C'est-il les raisons qui font en sorte qu'il désire lui-même? Donc, on est tous un peu manipulateurs et manipulés finalement. Absolument, mais je citerai peut-être un dernier exemple que je trouve absolument intéressant. C'est un politologue de l'université de Louisville qui s'appelle Stephen Brook qui a fait une étude, je la cite vers la fin du livre, dans laquelle il dit si on étudie la situation politique en Égypte, donc en Égypte majoritairement dominée par l'islam sunnite, mais il y a quand même une minorité chiite. Et la minorité chiite, depuis plusieurs années, est ciblée par des mesures de répression. Là. Donc, les musulmans, finalement, se détestent entre eux, comme c'est pas si surprenant que ça de l'apprendre. Et donc, il y a 90% de musulmans sunnites dans le pays. Il y a quelques pourcentages de catholiques, peut-être de juifs un peu. Et il y a à peu près 1%, une très faible minorité de musulmans chiites. Et ce qui explique, c'est qu'il y a à peu près 80% de la population qui officiellement cautionne les mesures anti-chiites, si tu veux. Lorsqu'on étudie le phénomène de manière plus précise et qu'on réussit à enlever, si tu veux, avec des meilleurs questionnaires puis des meilleures manières de cibler les opinions réelles des gens, si on réussit à leur poser la question de manière à ce qu'ils ne sentent pas une pression sociale pour aller vers une réponse qu'on attend, c'est-à-dire que ils sentent pas qu'ils sont piégés par les questions puis que pour bien paraître, ils doivent répondre qu'ils font comme les autres. Le chiffre passe de 80 à 40%. Donc, c'est un peu ça la théorie de la spirale du silence, c'est-à-dire que si vous allez en Égypte, vous allez vous penser que ces mesures-là ont le soutien d'une écrasante minorité de la population, de majorité de la population. Mais en réalité, c'est peut-être 35-40% des gens qui croient à ça, mais les autres le font pour imiter les autres, par pression sociale, par mimétisme, par conformisme. Et c'est ça, on pourrait citer plein d'autres exemples. Là, je pense que j'en donne suffisamment Parce que ça peut aller à des conséquences vraiment navrantes. Là, et là, on va atteindre ensemble le point Godwin de cette conversation, puisque vous notez l'ouvrage Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt. Et donc, on peut se rendre compte que le conformisme à l'état pur peut être extrêmement dangereux là, pour un individu et pour une société. Là. Oui, puis c'est important de dire que le but derrière ce chapitre-là n'étant pas de dire les gens qui sont conformistes, c'est des nazis, là, c'était pas ça le point. Le but, c'était vraiment d'aller vers ce que Arendt décrit lorsqu'elle parle de Eichmann lui-même. Donc, Eichmann est un dirigeant nazi haut placé, là, c'est pas quelqu'un qui passait le balai au Reichstag, là. Donc, c'était quelqu'un qui est un des architectes de la solution finale. Et ce qu'elle remarque, et c'est pour ça que son livre a fait autant scandale et a autant marqué l'humanité, c'est le monde intellectuel, c'est son concept de banalité du mal, c'est qu'elle dit, on serait en voie de s'attendre que les dirigeants nazis, en fait, étaient des psychopathes, des gens dénués de toute moralité, des gens épris du mal au sens quasi religieux du terme, là, c'est-à-dire des gens habités par le mauvais. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est tout autre. C'est que la machine de propagande du Reich était tellement efficace que même ses propres dirigeants, par conformisme extrême, en étaient venus à penser que ces gens-là faisaient leur travail, en gros.
Et c'est ce qu'elle raconte. C'est la banalité du mal, c'est que Eichmann lui-même avoue que par moment, il regardait ailleurs parce que ça lui faisait un peu de la peine, finalement, ce qu'il voyait. Ça touchait sa sensibilité. Mais à quelque part, il se disait, ben moi, puis à un moment donné, dans le procès, il est presque énervé au sens où il dit, pourquoi on m'amène ici, là? Moi, j'ai fait ce qu'on me demandait. C'était mon travail. Et là, et en gros, c'est pour montrer que l'idée derrière ce chapitre-là, c'était de montrer que lorsque l'humain renonce complètement à son appareil autocritique, son appareil psychique, et il délaisse à l'État finalement le soin de juger de sa moralité, de ce qui est bien ou de ce qui est mal, et se réfugier derrière « je faisais mon travail, c'est comme ça, c'est tout », ben ça peut mener dans des cas extrêmes à des choses extrêmement inquiétantes. Donc évidemment, on comprend que les gens qui disaient « Mark Carney a un beau CV », c'est pas des gens qui sont susceptibles de faire ça. C'est important de le préciser, mais c'était pour montrer à quel point l'humain peut se rendre jusqu'où loin. Ça peut déraper. Jusqu'où ça peut déraper. Là. Mais une des critiques qu'on peut adresser à Hannah Arendt, peut-être que c'est plus facile avec Eichmann, l'espèce de bureaucrate qui peut-être n'a jamais vu de ses propres yeux un camp de concentration, mais lorsqu'on considère peut-être un personnage réel, mais mis en scène dans la liste de Schindler, là, Amon Goth, qui est justement ce dirigeant SS, chef commandant du camp de concentration sur son cheval et qui tire des Juifs dans le camp de concentration. Lui, on peut penser que d'un côté, il n'obéit pas aux ordres, mais il est lui-même habité par une force plus grande que le simple conformisme. Il y a véritablement quelque chose de plus grand, de mauvais dans lequel le cœur humain peut tomber. Ben, évidemment, je pense pas que Hannah Arendt voulait dire que tous les gens qui avaient été impliqués dans le régime nazi étaient uniquement dans la banalité du mal et le conformisme. Donc, évidemment, il y avait s'il y a 1% de psychopathes dans la population ou 2%, ils vont tous être impliqués dans le processus, là. Et je pense que plusieurs figures en témoignent qu'il y avait des gens absolument atroces là, dans cette mouvance-là, au sens purement mauvais du terme, comme il y en avait, des Russes qui ont réduit en famine des Ukrainiens lors de la période de l'Holodomor. Je pense qu'il y avait plusieurs psychopathes en arrière de ça. Mais dans l'engrenage de la machine... Staline lui-même, peut-être. Staline lui-même, très probablement, Hitler aussi. Mais sauf que je pense que justement, cette vision-là nous amène à sortir de la simple psychologie un peu tribale où justement, je pense que ça fait extrêmement défaut pour faire un parallèle avec l'actualité. En ce moment, on ne fait que nous expliquer comme on l'a fait avec Hitler, comme on l'a fait avec d'autres gens, que bon, Donald Trump, en gros, tout ce qu'il fait est réductible à du narcissisme, est réductible à des syndromes psychologiques X, Y ou Z, alors que pour moi, la psychologie de ce sens-là, c'est un peu le degré zéro de l'analyse politique, là. C'est-à-dire, si vous expliquez le Troisième Reich par la psychopathie, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, là. Il y a le mécanisme décrit par Arendt là-dedans, à mon avis, est extrêmement puissant. Elle explique là, à quel point Eichmann avait intériorisé la mécanique froide et bureaucratique du régime, au point où lui, en gros, il en était devenu à considérer les vies comme des colonnes de chiffres dans un tableau Excel, là, pour le dire dans un langage contemporain, là. Donc, et ça, je pense que c'est un peu la thèse aussi du bouquin général qui est sous-jacente, c'est que il y a personne qui est à l'abri de ça. L'idée, c'est pas de dire, moi, j'ai écrit un livre là-dessus, moi, je ne suis pas un NPC, vous êtes tous des conformistes. L'idée, c'est plutôt le contraire, c'est de dire tout le monde est conformiste à certains égards, sur certains sujets, dans certaines circonstances. Et le livre se termine avec une invitation à se réapproprier son esprit critique. Et les conseils que je donne ou les recommandations que je fais à la fin, je me les donne à moi-même aussi, d'une certaine manière. Et c'est comment on fait pour ne pas sombrer systématiquement dans ces réflexes-là, parce qu'en gros, c'est la facilité. C'est la facilité d'adopter des formules prêtes à penser. C'est la facilité d'utiliser des slogans. C'est la facilité de répéter la même chose que son voisin nous a dit sans avoir vérifié si c'était véridique ou pas. Donc,
Voilà. Donc, personne ne peut se payer le luxe de la paresse, encore là, ni individuellement, ni collectivement. C'est disons, la morale qu'on retrouve, la leçon qu'on retrouve à la fin de votre ouvrage, presque manuel sur cette question du conformisme. François Fournier, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre NPC, Essai sur la fabrique du conformisme, qui bénéficie d'une préface de Jean-François Caron. Livre disponible rapidement sur Amazon, et on va laisser le lien pour ce direct dans la description de ce balado. François Fournier, c'était vraiment une joie de pouvoir approfondir, mais véritablement, on invite à aller lire ce livre qui est beaucoup plus complet que ce survol que nous avons fait ensemble. Mais c'est ça, et finalement, j'invite aussi nos auditeurs à une éventuelle conférence auquel vous allez participer, qui va avoir lieu le 6 novembre 2025 à 19h à la scène Le Bourgneuf. Son titre, Vers la fin du modèle québécois, point d'interrogation. Un petit scoop pour nous. Comment répondez-vous brièvement à cette question? La fin du modèle québécois en lien peut-être avec ce conformisme. Est-ce que l'État nous garde dans un état de minorité, d'enfance intellectuelle, selon vous? Oh, ben je pense que c'était tout le sens d'une des co-conférencières, Joanne Marcotte, et de son livre Pour en finir avec le gouvernement. Finalement, je pense que c'était, oui, une invitation à réformer la société, mais aussi une invitation à se réformer en tant qu'individu, là. Et c'est un peu ce que je dis dans sur mon propos, en fait, rejoint un peu celui de Jérôme Blanchet-Gravel dans son dernier livre avec Claude Simard, là, lorsqu'il dit à un moment donné, il faut viser un certain désengagement de l'État par rapport à plusieurs choses. Et dans le livre, j'en appelle notamment à la fin, dans le dernier chapitre, à enseigner la pensée critique dès l'enfance et à ne pas attendre que l'État le fasse à sa place, là. Donc, c'est-à-dire, ceux qui ont des enfants, c'est à vous, dans un monde où l'école est plus capable d'enseigner aux enfants la différence entre CA et SA, là, moi, ce que je dis, c'est que n'attendez pas après l'école pour apprendre à vos enfants à penser par eux-mêmes. Ça, c'est votre responsabilité. Donc, c'est un peu ça, c'est un appel derrière tout ça. Je pense que ce sera peut-être un des propos de la conférence, en tout cas à ce qui me concerne, c'est de ne plus attendre après l'État pour des changements et de les incarner et de les faire soi-même, ces changements-là, à notre petite échelle. François Fournier, je rappelle que vous êtes l'auteur et co-animateur de ce balado très populaire, Yann et Frank, et on peut vous suivre sur l'ensemble des plateformes liées à votre podcast. Alors, merci beaucoup pour cet entretien et au plaisir de vous retrouver dans quelques semaines pour parler encore de cette actualité qui nous suit. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous rendre visite au libretradingmedia.com et à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.